C'est un philosophe qui déchaîne les passions pour avoir osé s'attaquer à des icônes comme Sartre ou Freud. Il s'est attiré les foudres d'une bonne partie de l'intelligentsia française. Après les attentats du 13 novembre à Paris, ses propos sur l'islam et la politique étrangère de la France ont déclenché une polémique peut-être encore plus violente. On l'a accusé de tout et son contraire, islamophobe pour les uns, défenseur des djihadistes pour les autres. On lui a même reproché de faire le jeu du Front National. Il répond aujourd'hui dans Le Miroir aux Alouettes, principe d'athéisme social chez Plon. Un livre où l'on découvre aussi un homme profondément attaché à sa Normandie natale, où il a créé l'Université populaire de Caen et l'Université du goût, ouverte à tous. Michel Onfray est notre invité. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit avez-vous écrit ce livre que vous définissez comme un genre d'autobiographie politique? Est-ce que vous étiez blessé, meurtri ou juste en colère après toutes les critiques qui se sont abattues sur vous? Oh non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je crois pas être un homme de ressentiment. Je suis un homme de mémoire, mais pas un homme de ressentiment. Le ressentiment, c'est la mémoire méchante. La mémoire, elle n'est pas obligée d'être méchante. Il suffit qu'elle soit fidèle. Et quand Olivier Poivre d'Arvor, qui dirigeait France Culture, s'est retrouvé à la porte, il m'a sollicité pour un livre d'entretien sur la politique en me disant que mon image était un petit peu brouillée dans les médias et que ce serait peut-être bien de faire un livre d'entretien. J'ai consenti à ce livre d'entretien qui finalement n'a pas été un livre d'entretien parce que j'ai fait 300 000 signes en 10 jours et que j'ai fait ce livre un peu tout seul. Et Olivier me pardonnera. Mais donc effectivement, ça ressemble à quelque chose comme une autobiographie politique, oui. Mais est-ce que vous étiez préparé à des critiques aussi dures ? D'une certaine manière, je le suis depuis mon premier livre. Quand j'ai publié Le ventre des philosophes, vous savez, au dos, il faut toujours dire qui on est. Donc, j'avais fait un petit truc en disant Michel Onfray n'est ni parisien, ni agrégé, ni normalien. Il vit en province, etc. Alors, mon éditeur n'avait pas trouvé ça très drôle. Il avait juste mis Michel Onfray prépare un livre sur les cyniques. Et Pollack m'avait assassiné pour un livre que je n'avais pas encore écrit. Et en disant que ce serait de toute façon un très mauvais livre, que tout avait été écrit sur ce sujet, et que, etc. Le dernier livre écrit sur le sujet datait de 1854. Et j'ai trouvé ça extrêmement injuste, mais je ne savais pas que c'était le comportement d'une certaine meute qui détruit les gens, qui détruit les livres, qui s'allie sur le principe comme ça. Donc j'ai découvert ça à ce moment-là. Ensuite, ça a été assez massif au moment de mon Freud, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent à gagner chez des psychanalystes qui n'obtiennent aucun succès et qui estiment que Freud leur permet tout de même de continuer à pratiquer leur pensée magique. Donc là, effectivement, il y a eu un déchaînement, Libération, Le Monde, enfin tout ce monde-là signifiait que j'étais un type d'extrême droite, que je réactivais une pensée fasciste, que j'étais d'une certaine manière un nazi puisque les nazis avaient pourchassé Freud et que je le pourchassais moi-même. Donc là, j'ai découvert à quoi ça ressemblait. Puis après, je me suis fait un petit peu une habitude parce que ça s'est fait quand j'ai écrit un article sur Jean Solaire, dont je disais qu'il fallait lire Le Travail. C'est un vieux monsieur qui fait des livres intéressants et importants. Ça a été ensuite, je fais un livre pour Camus, ça devient un livre contre Sartre. Et puis c'est quasi systématique aujourd'hui, donc j'en ai un peu fait mon deuil. Vous êtes blindé. Oui. Alors dans votre livre, vous évoquez un petit peu, pas trop, juste un chapitre, vos racines, votre village en Normandie, un monde de vrais gens, entre guillemets, comme Pierre Billot, par exemple, ce coiffeur pour hommes du village. Est-ce que ce sont eux qui vous ont inculqué les valeurs que vous défendez aujourd'hui ? Oui, moi je pense que être de gauche, c'est mener une vie de gauche. C'est pas dire qu'on vote à gauche, c'est pas dire qu'on a sa carte dans un parti de gauche, c'est pas dire que on est abonné à un journal de gauche. Ça, c'est trop facile. Et la gauche, pour moi, elle peut être parfois de droite parce que c'est pratiquer la fraternité, c'est pratiquer la solidarité, c'est pratiquer la justice, c'est préférer la vérité à l'idéologie. Et ça, je l'ai appris auprès de gens modestes, simples, discrets, mon coiffeur, qui m'a appris un jour ce que c'était que la déportation, ce que c'était que le camp de concentration, un instituteur qui m'a appris ce qu'était le socialisme, le vrai, une institutrice qui Communiste. elle était communiste, et il y avait toujours de quoi se faire un sandwich au jambon ou ouvrir une orangina dans le frigidaire, parce que c'était une façon à l'époque qu'avaient ces vieux militants laïcs et de gauche de pratiquer la solidarité simplement et de manière concrète. Et j'essaie d'inscrire mes pas dans ce lignage-là. Et Émile Legris, l'instituteur, vous a aussi fait découvrir les anarchistes. Non, alors ça c'est Pierre Billot, C'est Pierre Billot, le coiffeur. chez qui on pouvait lire Charlie Hebdo déjà,
La Gueule ouverte, Harakiri, Nouvel Observateur, qui était un journal de gauche à l'époque, puis un certain nombre de journaux de la presse locale, enfin Ouest France ou le Journal de l'Orne. Et un jour, il m'a effectivement dit, regarde un peu ça, il y avait des cahiers qu'on appelait les cahiers noirs et rouges, et ma sensibilité de gauche a trouvé son sens et sa forme chez les anarchistes. Alors ils sont divers et multiples, il y a des autoritaires, il y a des pragmatiques, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des individualistes, mais j'ai découvert Proudhon, et c'est un socialisme pragmatique et concret auquel je reste attaché. Mourons pour des idées, d'accord, mais demain... Mourir pour des idées, ça vous parle, Michel Onfray? Ah oui, parce que d'une certaine manière, j'ai un peu appris l'anarchie chez lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les grands textes de Makhno, de Bakounine ou de Kropotkin. Il y avait aussi cette façon d'être anarchiste, une façon un peu française, comme il y a eu des Sébastien Faure, des Jean Grave au XIXe siècle. Et j'aimais bien le Brassens qui disait « Mais moi j'aime si peu les flics que je traverse la rue dans les passages cloutés parce que j'ai pas envie d'avoir affaire à eux. » Et c'était une façon très, très libertaire de se comporter à l'endroit de l'ordre et de l'autorité, qui m'intéresse un peu plus que les vociférations du genre « Il faut prendre les bourgeois avec la tribu du dernier curé » ou ce genre de choses. C'est une anarchie très efficace, celle de Brassens. Alors vous dites qu'il n'y a plus de place en France pour le débat. Or, vous êtes sans doute le philosophe le plus invité sur les plateaux de télévision. Mais si je vous ai bien compris, vous trouvez que les plateaux de télé ressemblent de plus en plus à des tribunaux plutôt que des lieux de débat, d'échange? Oui, alors c'est pas parce qu'on apparaît dans un média qu'on débat. On peut apparaître dans un média et se faire inviter, y compris par des gens qui nous reprochent d'accepter d'être invités et d'être partout alors que c'est eux qui nous invitent. Je veux dire, j'ai droit à ça régulièrement sur d'autres antennes où je ne vais plus. Mais on y est invité juste pour s'y faire insulter. C'est-à-dire qu'on est invité, pas comme avec vous, je veux dire, mais je fais pas ça par flagornerie, mais je suis pas venu chez vous par hasard. Mais on est invité pour servir de punching ball. Et on dit, mais ça s'appelle un débat. Et le débat, c'est expliquez-nous, vous avez écrit ceci à telle époque dans tel journal de potache, à telle époque vous avez dit ça dans une radio suisse, vous avez fait une télévision en Allemagne dans laquelle vous disiez que, on sort tout ça du contexte et on dit justifiez-vous, vous n'êtes pas fasciste, vous n'êtes pas nazi, vous êtes sûr, vous n'êtes pas antisémite, vous n'êtes pas sûr que vous ne faites pas le jeu du Front National ou ce genre de choses. L'émission se termine et on dit mais vous voyez qu'il y a eu un débat. Et quand on a été positif dans un livre, on n'est jamais invité pour la positivité du livre, mais on est invité pour rendre possible une espèce de chose qui va rendre possible le buzz, qui permettra la reconduite de l'animateur parce qu'il aura fait des bonnes audiences. Donc je ne suis pas dupe du jeu médiatique et je pense effectivement que le jeu médiatique empêche le débat véritable. Et vous êtes très dur avec la presse, hein. Vous dites qu'elle est prisonnière à la fois des annonceurs et d'une pensée dominante du politiquement correct. Mais c'est pas être dur, ça. Et vous parlez d'inquisiteurs, de procureurs, d'avocats généraux. Ah, quand vous avez droit à des unes de presse qui font de vous le suppôt du Front National ou les intellectuels revendiqués par le Front National, Le Monde fait ça avec une photo qui est un quart de page et qui est ma photo. Ça fait 13-14 ans que je fais une université populaire. On n'a jamais vu ces gens-là faire un reportage sur l'université populaire à Caen. Et d'un seul coup, je fais le jeu du Front National, alors qu'en 2002, j'ai créé cette université populaire pour lutter contre les idées du Front National. C'est pas être dur que de dire effectivement qu'ils se choisissent des ennemis qui sont quand même un peu étonnants. Je suis étonné de voir qu'on préfère inviter Joe Starr comme rédacteur en chef invité dans Libération que moi qui défends une gauche depuis un certain temps. Donc le dire, c'est pas être cruel, c'est pas dire des méchancetés, non, c'est juste renvoyer une image qui me paraît être assez fidèle. Je crois que vous avez l'intention de lancer un média indépendant. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Je voudrais qu'on puisse entendre la voix de l'université populaire, c'est-à-dire pas la voix de Michel Onfray, parce que c'est pas moi, ce sont aussi mes amis, une vingtaine d'amis, qu'on n'entend pas et qu'on n'invite pas et qu'on ne sollicite pas et qui disent pourtant des choses sur tous les terrains, épistémologie, philosophie générale, philosophie pour enfants, enfin cinéma. Et donc je voudrais que ça puisse être le média de l'université populaire. Et ça existe depuis 2002. Oui, depuis 2002. Et je souhaiterais aussi qu'on puisse y faire des émissions de longue durée, c'est-à-dire permettre à quelqu'un pendant 1 heure de dire ce qu'il a à dire sans être interrompu, sans être obligé de lui mettre 3 invités devant le nez qui vont le questionner comme on passait jadis à la question. Je voudrais pouvoir aussi intervenir librement sans avoir d'obligation à jouer les jeux du cirque en me disant il va falloir passer entre les crachats, les insultes et peut-être qu'on n'aura même pas l'occasion de placer une idée. Donc prendre le temps justement du débat, de l'échange, de la proposition et librement parce que on est dans un bénévolat complet, donc on n'aura pas de compte à rendre à des annonceurs ou à des gens qui nous demanderont de faire de l'audimat ou de vendre quoi que ce soit. Et ça devrait commencer quand ?
dans le mois qui suit. Là, on a le matériel, on a tout ça, on a le lieu, on est en train de se former un petit peu, et puis on travaille avec des gens qui sont en train de rendre diffusable. J'ai pas le vocabulaire technique pour tout ça, mais plus d'une dizaine d'années de prise de vue. Donc, non, c'est pour bientôt. Et alors, est-ce que pour vous, un philosophe se doit d'intervenir dans le débat public? Vous pensez qu'il doit tenter de faire bouger les lignes? Il y a plusieurs façons d'être philosophe et moi je n'ai jamais été de ceux qui disaient un machin n'est pas philosophe, un tel n'est pas philosophe. Je ne distribue pas des bons points de celui-ci est un philosophe ou celui-ci n'est pas un philosophe. Il y a des philosophes, des philosophies. Certains sont des philosophes concentrés sur un sujet, une question. Ils sont dans le méditatif, ils sont dans le travail de cabinet, de bureau, dans une édition un peu pointue et technique, universitaire. Je n'ai rien contre eux, donc ils peuvent très bien travailler sur un sujet comme, je sais pas, le concept de droit chez Leibniz. Et puis voilà, il y a d'autres philosophes qui peuvent intervenir dans la cité. Et je pense effectivement qu'on ne peut pas se contenter d'écrire des livres, il faut pouvoir intervenir dans la cité parce que c'est la grande tradition de la philosophie depuis toujours. On a ça dans l'Antiquité, un philosophe c'est d'abord quelqu'un qu'on rencontre sur l'agora ou sur le forum et qui rencontre des portefaix, des charpentiers, des potiers, des tisserands et pas du tout un professeur qui parle devant des élèves bouche bée. Non, je suis pour l'arène, pour le débat public, il faut rencontrer les gens, le monde et surtout penser le monde. C'est-à-dire il ne faut pas penser les pensées qui pensent le monde, il faut penser le monde réellement directement. Vous écrivez par exemple, comprendre n'est pas excuser, expliquer n'est pas valider, analyser n'est pas bénir, réfléchir n'est pas absoudre. Est-ce que ça, c'est une pique à Manuel Valls? Non, enfin ça l'est devenu parce que on peut même se demander si c'est pas Manuel Valls qui répondait à ce que je disais précédemment. Mais le travail du philosophe est un travail de généalogie. C'est-à-dire que moi, mon problème n'est pas de dire Marine Le Pen est une fasciste qui réactive la pensée d'Adolf Hitler et qui, si elle était au pouvoir, ouvrirait des camps de concentration. C'est facile de dire des choses pareilles. Ma question est pourquoi 30% des gens votent pour Marine Le Pen? Ma question n'est pas de dire il y a des gamins qui descendent avec des mitraillettes dans la rue et qui, à coup de Kalachnikov, tuent des innocents. C'est la barbarie, c'est le retour de la sauvagerie ou ce genre de choses. Ma question est pourquoi des jeunes font-ils ce genre de choses? Si un philosophe... Et pour Manuel Valls, essayer de comprendre, c'était excuser. C'était ce qu'il avait dit, ce qui avait été Oui, rejeté. mais vous savez, Manuel Valls, ça compte pour rien dans le domaine de la pensée, donc c'est pas lui qui est ma mesure. Mais je pense que Nietzsche est ma mesure, en revanche. Et quand Nietzsche pose la question de la généalogie, il fait le travail que devraient faire les journalistes, que devraient faire les historiens, que devraient faire les philosophes, c'est-à-dire d'où ça vient. Ça ne tombe pas du ciel, le terrorisme. Ça ne tombe pas du ciel, une France à 30% derrière Marine Le Pen. Ça ne tombe pas du ciel parce que ça monte de terre. Et comment est-ce que ça monte de terre? Comment est-ce que ça germe? Comment est-ce que ça pousse? Qui a planté ces graines-là? Comment est-ce que les choses se sont passées? C'est le travail que je propose de faire. C'est le travail que je fais pour ma part. Alors c'est bien plus facile, évidemment, pour ceux qui ont rendu possible Marine Le Pen, en renonçant à la gauche, en faisant de l'argent, du libéralisme et du marché, de Bernard Tapie des valeurs et des vertus dans les années 83. Tous ces gens qui ont accompagné ce mouvement de pourriture, de décomposition plutôt, de décomposition qui a rendu possible ces fleurs vénéneuses, ne veulent pas qu'on dise qu'effectivement ils ont une part de responsabilité. C'est donc d'autant plus facile de dire, voilà, celui qui dit comment les choses se sont passées est celui qui est responsable et celui qui est coupable. Parce que vous rappelez que le Front National, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir en mai 81, était à 1%. En dessous d'1%. En dessous d'1%. Voilà. Il est à 30% aujourd'hui. Et quand on parle de politique, on ne parle que de lui. C'est le Front National qui est le noyau dur de la politique française. Faire le jeu du Front National, s'allier au Front National, faire barrage au Front National, voir ce que le Front National dit sur ce sujet-là. Enfin, c'est devenu le parti politique inévitable en France. Pourquoi? Et effectivement, je dis, mais regardez comment la gauche a instrumentalisé tout ça pour éviter qu'on voit son impéritie, pour éviter qu'on voit qu'elle s'était convertie au libéralisme, pour éviter qu'on voit qu'elle n'avait pas réussi à mener une politique véritablement de gauche. Et il fallait effectivement faire diversion. Et comme la gauche de Mitterrand savait qu'elle ne serait pas réélue sur un programme, mais qu'elle serait probablement réélue sur la division de la droite, elle a joué de cette division de la droite en instrumentalisant un Front National qui, un peu comme le ballet de l'apprenti sorcier, lui échappe aujourd'hui. Et depuis que Mitterrand a instrumentalisé le Front National en intervenant dans les médias pour que Jean-Marie Le Pen puisse s'exprimer, eh bien tout ce travail a porté aujourd'hui ses fruits. Ce sont des fruits vénéneux et personne parmi les responsables ne dira on a été coupable, on a été responsable. Il vaut mieux désigner plutôt le pompier comme responsable du feu, alors que moi je ne fais jamais que démonter les rouages de cette machine dont tout le monde dit qu'elle est pénible.
étrangère de la France, qui selon vous est une politique de guerre faite à de nombreux pays musulmans. Quand la France intervient par exemple au Mali, elle ne fait pas la guerre à un pays musulman, elle s'en prend à des groupes terroristes ou djihadistes. Pour vous, il n'y a pas de différence? Vous dites pays musulman à chaque fois. Oui, mais parce qu'il s'agit quand même d'attaquer des musulmans. Je pense que les troupes que nous combattions là-bas étaient des troupes musulmanes, mais simplement, là aussi, je veux poser la question, pourquoi intervient-on au Mali? On ne va pas me faire croire que c'est parce que le président du Mali a demandé. Hein. On a demandé au président qu'il nous demande. Mais je demande juste que, toujours dans cette logique de la généalogie, on fasse un peu de géologie. Un peu de géologie pour savoir à quoi ressemble le sous-sol du Mali et quelles sont les relations que les pays européens entretiennent avec le sous-sol du Mali, notamment avec l'uranium qui rend possible nos centrales nucléaires. C'est quand même très étonnant qu'on intervienne dans certains pays et pas dans d'autres. Pourquoi on n'intervient pas en Corée du Nord? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas à Cuba? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Chine? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Arabie Saoudite où on sait très bien que les droits de l'homme sont abondamment bafoués? On intervient comme par hasard dans des pays où on a des intérêts économiques, des intérêts qui relèvent du néocolonialisme. Moi, je pense que l'Afrique a à s'occuper de son propre destin, que nous n'avons pas à gérer les problèmes de l'Afrique, mais aussi de tous les autres pays du monde. Je pense que cette théorie du droit d'ingérence de Bernard Kouchner est terrible. C'est terrible, le droit d'ingérence. Ça justifie prétendument qu'on puisse aller faire la loi dans les pays étrangers au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire on tue des gens au nom des droits de l'homme. On supprime des dictateurs en prétendant qu'on va instaurer de facto la démocratie. Et quand on a tué un dictateur laïque, on obtient une anarchie qui est dommageable, puisqu'on voit bien aujourd'hui que tous les flux migratoires sont induits par les politiques que nous avons menées depuis 1991, derrière George Bush, et qui est une politique impérialiste pour l'économie, et sauf quelques rares épisodes, je pense à Jacques Chirac et à Villepin, avec un magnifique discours qui a été donné à l'ONU, nous avons effectivement mené une politique qui a été dommageable pour un certain nombre de pays musulmans. Je rappelle souvent que 4 millions de morts musulmans ont été occasionnés par cette politique décidée par Bush en 1991, une politique à laquelle souscrit François Mitterrand, c'est-à-dire trahison politique de Mitterrand en 83, il cesse d'être de gauche et devient libéral, on a Marine Le Pen, trahison du pacifisme de gauche en 1991, Mitterrand s'en va derrière George Bush pour tous ses passages à tabac sur la planète qui génèrent aujourd'hui le terrorisme dans nos rues, en partie. Alors, on va essayer de terminer sur cette première partie sur une note peut-être un peu plus optimiste avec l'histoire du colibri et Pierre Rabhi. Chacun peut apporter sa goutte d'eau pour faire changer les choses. Alors c'est Pierre Rabhi effectivement qui donne son écho à cette histoire, mais c'est une légende qui sort de la forêt amazonienne. Ça procède de la sagesse des peuples d'Amazon. J'étais il y a quelque temps en Guyane et j'en ai rencontré quelques-uns. Je suis toujours très, très ému par ce peuple fossile, au sens noble du terme. C'est un peuple qu'on massacre, mais enfin bon. Et effectivement, le colibri, on raconte qu'il y a un incendie dans la forêt et que le colibri s'en va porter quelques gouttes d'eau dans son bec sur l'incendie et que tout le monde se moque. Le boa constrictor se moque, le phacochère se moque, enfin tous les animaux se moquent du colibri en lui disant t'as bonne mine avec tes 3 gouttes d'eau sur la forêt. Et le colibri dit oui, ça ne suffira pas, mais moi j'ai fait ma part, vous avez-vous fait la vôtre? Michel Onfray, on se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'information. Est notre invité pour son autobiographie politique Le miroir aux alouettes et Patrick Frémaux nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes galeriste, marchand d'art, mais aussi éditeur de philosophie et d'archives sonores. Et votre galerie à Vincennes, Patrick Frémaux, abrite jusqu'au 28 mai une exposition plutôt originale. On peut admirer des masques et des statues africains, aux côtés de lithographies et d'estampes du peintre Robert Combas, tout en écoutant une conférence de Michel Onfray sur Combas. Comment avez-vous eu l'idée de cette interaction, de ce dialogue entre les œuvres de Robert Combas et l'art africain? L'idée, elle saute aux yeux lorsqu'on voit l'œuvre de Combas et le cours de Michel exprime cet aller-retour entre ce peintre contemporain qui est l'un des peintres les plus importants français à l'heure actuelle dans le monde avec Alain Chesky, qui est présent dans beaucoup de musées et qui pourtant n'est pas une expression abstraite, n'est pas une expression intellectuelle, mais une impression du ressenti et infiniment plus précise. Donc le travail des éditions et de la Galerie Frémaux et Associés,
c'est de faire tout un travail sur le patrimoine, quel qu'il soit, en mettant à égalité les patrimoines populaires des patrimoines intellectuels. Donc que ce soit au niveau des archives, on a aussi bien les discours de tous les présidents de la République, de Léon Blum jusqu'à Jacques Chirac en passant par Pierre Mendès France, que des témoignages de mineurs, des témoignages de marins. Donc il y a cette volonté toujours qu'il y a un aller-retour entre l'histoire un petit peu stigmatisée par les grands hommes et l'histoire qui a été vécue par le peuple. Idem dans la musique, puisqu'on est maintenant la dernière grande maison de disques culturelle indépendante en France. Cet aller-retour entre les musiques folkloriques et les musiques écrites ou les musiques élaborées urbaines comme le jazz. Et donc, pour la galerie, c'est la même chose. Il y a des allers-retours entre des œuvres intellectuelles et des œuvres d'art coutumier ou des œuvres d'art tribal. Et le lien entre Combas et l'art coutumier africain, il est pour moi dans une espèce d'évidence sur le message qui passe sans pour autant qu'il ait été forcément intellectualisé. Michel Onfray, vous aussi, il vous semble évident ce lien, cette filiation entre l'art tribal et l'œuvre de Robert Combas? Oui, bien sûr, et l'exposition de Patrick est vraiment éclairante pour ça. Moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien faite, que l'accrochage permettait vraiment un travail contrapuntique, vraiment entre le travail des sculptures, les patines, les bois, etc., et puis le travail de Combas. Il n'y a pas que du Combas d'ailleurs, Patrick, hein, il y a quelques autres gravures et qui sont de ta galerie, et effectivement, il y a un éclairage mutuel, et ça paraît évident. Et donc, les statues viennent de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi d'Afrique de l'Ouest? C'est la tradition française, tout simplement pour la raison historique de la France dans l'Afrique de l'Ouest, qui est la même, lorsqu'on voit des ports gérés par Bolloré ou autres. C'est que les Français connaissent très très bien l'histoire d'art coutumier d'Afrique de l'Ouest. Donc les statues viennent, on peut citer quelques pays, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Nigeria. Voilà, et des grandes ethnies, des grandes civilisations que sont les Dogons, les Bambara, qui sont d'une créativité culturelle, d'une beauté qui, depuis André Breton, Picasso, etc., a révolutionné le surréalisme, l'art moderne. Donc ça a une importance qui est quand même fondamentale dans l'histoire du XXe siècle du point de vue esthétique. Michel Onfray, dans Le Miroir aux Alouettes, vous racontez que c'est sans doute chez le coiffeur pour hommes de votre village en Normandie que vous avez contracté votre goût pour l'art africain. Qu'est-ce qui vous attire dans l'art africain? Oui, on avait dans le village le fils d'un mécanicien qui était devenu prof de géographie à Dakar et qui avait rapporté un masque d'âne à Pierre Billot, mon ami coiffeur. Donc, et effectivement, il y avait ce masque qui m'a regardé pendant toute mon enfance, pendant qu'on se faisait coiffer, là, qui était un peu extravagant dans un petit salon de coiffure. Et effectivement, je suis un peu collectionneur d'art africain parce que je trouve qu'il y a une vérité fossile dans ce peuple. Quand je dis fossile, c'est précieux, comme un diamant est un fossile. Et moi, j'aime les pensées animistes, j'aime les pensées polythéistes, j'aime le rapport au monde des Africains. Même si d'autres endroits m'intéressent, je suis un peu collectionneur aussi d'art chamanique du Népal, parce qu'il y a une pensée primitive que nous avons perdue. Les gens à l'époque n'étaient pas séparés de la nature, ils étaient dans le cosmos, présents dans le cosmos, et il y avait des chamans qui étaient des grands génies pour capter l'énergie du monde, et je trouve que cette sagesse qui a quand même été abîmée par le colonialisme et le colonialisme spirituel qui a été le christianisme dans ces pays-là, ils nous donnent des leçons, des vraies leçons d'écologie qui pourraient être des leçons d'écosophie. Quand on s'intéresse à l'art africain, on voit effectivement qu'il y a des pensées extrêmement élaborées. Patrick parlait des Bambara, par exemple, des pensées extrêmement élaborées, ou Dieudo, par exemple, de Marcel Griaule, qui nous permettent de voir qu'il y a une cosmogonie, une philosophie, une sagesse. Et en Occident, on a un rapport un peu ethnocentré, c'est-à-dire la philosophie, elle commence en Grèce, au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas vrai. Il y a une philosophie africaine, bien sûr, il y a une philosophie chinoise, il y a une philosophie indienne. À l'époque, les gens circulaient,
Et dans leur circulation, les circulations de commerce, si vous regardez les voies de commerce, vous apercevez que les philosophes, les penseurs, les sages, les chamans, les astrologues, qui sont aussi des astronomes, tous ces gens-là utilisaient les mêmes voies, discutaient, et qu'on ne peut pas imaginer que la pensée présocratique, par exemple, d'un Pythagore, se soit faite sans les pensées primitives, premières au sens étymologique, des Indiens, les fameux gymnosophistes, qui sont finalement les hindouistes. Et il y a dans la pensée africaine matière à une vraie philosophie du monde, une cosmogonie, une philosophie, une ontologie. Enfin, je prends cette philosophie-là très au sérieux, et j'estime qu'on devrait éditer plus encore leurs textes, qu'on pourrait faire un travail, ce que fait Patrick, des travaux de recollection ou de collection des oralités, puisque les civilisations orales, par définition, disparaissent en même temps que ceux qui ne sont plus capables de les transmettre, soit parce qu'elles n'ont pas été transmises, soit parce que les anciens ont disparu, soit parce qu'il n'y a pas eu un micro qui leur a été tendu à ce moment-là. Mais il y a une sagesse à aller voir dans ces mondes-là. Et quand j'achète un peu d'art africain, je me retrouve en présence d'un témoignage de cette sagesse qui nous est, hélas, étrangère. Et c'est le côté chaman aussi chez Combas qui vous a attiré? Oui, bien sûr, c'est un chaman, Robert. C'est un vrai chaman. On lui dirait tu ne vendras plus jamais aucune toile, tu ne pourras plus jamais être exposé nulle part, tu ne seras plus jamais chroniqué dans aucun journal, je ne sais quoi. Il continuerait parce que c'est un homme qui est une pile électrique. Il est en relation avec l'énergie du monde, et je l'ai vu travailler, j'ai vu comment il fabriquait des toiles. Et de fait, on voit bien qu'il est branché directement sur l'énergie du monde. C'est un cosmographe. Un sismographe. Un sismographe du monde. Oui. Et c'est aussi ce côté chamanique que l'on retrouve dans les statues et les masques que vous exposez, puisque beaucoup ont servi pour des cérémonies rituelles, des cérémonies d'initiation. Alors c'est vrai que nous présentons de l'art coutumier, c'est-à-dire des objets qui ont servi, des statues qui ont servi à des cultes, des masques qui ont dansé. Et c'est tout l'intérêt de cet art qui a une vocation cultuelle en sus de notre capacité à y voir une prouesse esthétique. Mais ce que j'ai réalisé moi-même lorsque l'expo était montée, c'était que Michel Onfray et moi-même étions dans deux sens différents, mais dans la même direction. C'est-à-dire qu'à l'instar des collections qui étaient au musée des colonies dans le bois de Vincennes et qui sont passées au centre de Paris dans le musée du Quai Branly, et Paris qui a donné ce geste de dire, vous voyez, tout cet art coutumier, tout cet art ancestral primitif, nous le mettons au centre de Paris, à l'égal du musée du Louvre, du musée d'Orsay, donc à l'égal de l'art occidental. C'était un signal très fort de reconnaissance de l'institution à l'égard d'autres formes d'art. Les éditions Frémaux Associés, la galerie Frémaux Associés aiment bien rapprocher toujours des arts qui ne sont pas des beaux-arts, qui sont des arts sur lesquels il y a beaucoup de préjugés, avec des formes d'art, elles, qui sont reconnues officiellement, et montrer que les liens sont évidents. Et Michel a fait l'inverse, mais pour prouver la même chose, il a pris l'artiste contemporain actuel, à mon avis, le plus important de sa génération, et il lui a donné toute sa légitimité en allant vers l'ancestralité des savoirs, du pouvoir et de la connaissance. Et Michel fait ça pratiquement au même moment que Cosmos, où il nous dit qu'il faut savoir comprendre le monde, et pas uniquement au travers des livres, mais au travers de la réalité de notre perception. Et cet aller-retour qu'il y a entre Combas et, en effet, Combas est un chaman, c'est évident, et toute l'histoire primitive de la création, de la force, de la capacité à représenter quelque chose qui va passer tous les signifiants de cette chose sans pour autant que ce soit expliqué ou analysé, eh bien, c'est cet aller-retour entre nos arts intellectuels de la ville, etc., et la vérité d'où on vient, que je trouve extrêmement forte dans cette exposition. C'est un philosophe qui déchaîne les passions pour avoir osé s'attaquer à des icônes comme Sartre ou Freud. Il s'est attiré les foudres d'une bonne partie de l'intelligentsia française. Après les attentats du 13 novembre à Paris, ses propos sur l'islam et la politique étrangère de la France ont déclenché une polémique peut-être encore plus violente. On l'a accusé de tout et son contraire, islamophobe pour les uns, défenseur des djihadistes pour les autres. On lui a même reproché de faire le jeu du Front National. Il répond aujourd'hui dans Le Miroir aux Alouettes, principe d'athéisme social chez Plon. Un livre où l'on découvre aussi un homme profondément attaché à sa Normandie natale, où il a créé l'Université populaire de Caen et l'Université du goût, ouverte à tous. Michel Onfray, notre invité.
Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit avez-vous écrit ce livre que vous définissez comme un genre d'autobiographie politique? Est-ce que vous étiez blessé, meurtri ou juste en colère après toutes les critiques qui se sont abattues sur vous? Oh non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je crois pas être un homme de ressentiment. Je suis un homme de mémoire, mais pas un homme de ressentiment. Le ressentiment, c'est la mémoire méchante. La mémoire, elle n'est pas obligée d'être méchante. Il suffit qu'elle soit fidèle. Et quand Olivier Poivre d'Arvor, qui dirigeait France Culture, s'est retrouvé à la porte, il m'a sollicité pour un livre d'entretien sur la politique en me disant que mon image était un petit peu brouillée dans les médias et que ce serait peut-être bien de faire un livre d'entretien. J'ai consenti à ce livre d'entretien qui finalement n'a pas été un livre d'entretien parce que j'ai fait 300 000 signes en 10 jours et que j'ai fait ce livre un peu tout seul. Et Olivier me pardonnera. Mais donc effectivement, ça ressemble à quelque chose comme une autobiographie politique, oui. Mais est-ce que vous étiez préparé à des critiques aussi dures? D'une certaine manière, je le suis depuis mon premier livre. Quand j'ai publié Le ventre des philosophes, vous savez, au dos, il faut toujours dire qui on est. Donc, j'avais fait un petit truc en disant Michel Onfray n'est ni parisien, ni agrégé, ni normalien. Il vit en province, etc. Alors, mon éditeur n'avait pas trouvé ça très drôle. Il avait juste mis Michel Onfray prépare un livre sur les cyniques. Et Pollack m'avait assassiné pour un livre que je n'avais pas encore écrit, en disant que ce serait de toute façon un très mauvais livre, que tout avait été écrit sur ce sujet, etc. Le dernier livre écrit sur le sujet datait de 1854. Et j'ai trouvé ça extrêmement injuste, mais je ne savais pas que c'était le comportement d'une certaine meute qui détruit les gens, qui détruit les livres, qui s'allie sur le principe comme ça. Donc j'ai découvert ça à ce moment-là. Ensuite, ça a été assez massif au moment de mon Freud, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent à gagner chez des psychanalystes qui n'obtiennent aucun succès et qui estiment que Freud leur permet tout de même de continuer à pratiquer leur pensée magique. Donc là, effectivement, il y a eu un déchaînement, Libération, Le Monde, enfin tout ce monde-là signifiait que j'étais un type d'extrême droite, que je réactivais une pensée fasciste, que j'étais d'une certaine manière un nazi, puisque les nazis avaient pourchassé Freud et que je le pourchassais moi-même. Donc là, j'ai découvert à quoi ça ressemblait. Puis après, je me suis fait un petit peu une habitude, parce que ça s'est fait quand j'ai écrit un article sur Jean Solaire, dont je disais qu'il fallait lire Le Travail. C'est un vieux monsieur qui fait des livres intéressants et importants. Ça a été ensuite, je fais un livre pour Camus, ça devient un livre contre Sartre. Et puis c'est quasi systématique aujourd'hui, donc j'en ai un peu fait mon deuil. Vous êtes blindé. Oui. Alors dans votre livre, vous évoquez un petit peu, pas trop, juste un chapitre, vos racines, votre village en Normandie, un monde de vrais gens, entre guillemets, comme Pierre Billot, par exemple, ce coiffeur pour hommes du village. Est-ce que ce sont eux qui vous ont inculqué les valeurs que vous défendez aujourd'hui? Oui, moi je pense que être de gauche, c'est mener une vie de gauche. C'est pas dire qu'on vote à gauche, c'est pas dire qu'on a sa carte dans un parti de gauche, c'est pas dire qu'on est abonné à un journal de gauche. Ça, c'est trop facile. Et la gauche, pour moi, elle peut être parfois de droite, parce que c'est pratiquer la fraternité, c'est pratiquer la solidarité, c'est pratiquer la justice, c'est préférer la vérité à l'idéologie. Et ça, je l'ai appris auprès de gens modestes, simples, discrets, mon coiffeur, qui m'a appris un jour ce que c'était que la déportation, ce que c'était que le camp de concentration, un instituteur qui m'a appris ce qu'était le socialisme, le vrai, une institutrice qui, elle était communiste, et il y avait toujours de quoi se faire un sandwich au jambon ou ouvrir un orangina dans le frigidaire, parce que c'était une façon, à l'époque, qu'avaient ces vieux militants laïcs et de gauche de pratiquer la solidarité simplement et de manière concrète. Et j'essaie d'inscrire mes pas dans ce lignage-là. Et Émile Legris, l'instituteur, vous a aussi fait découvrir les anarchistes. Non, alors ça c'est Pierre Billot, Pierre Billot, le coiffeur. Chez qui on pouvait lire Charlie Hebdo pour que Jean-Marie Le Pen puisse s'exprimer. Eh bien, tout ce travail a apporté aujourd'hui ses fruits. Ce sont des fruits vénéneux et personne parmi les responsables ne dira on a été coupable, on a été responsable. Il vaut mieux désigner plutôt le pompier comme responsable du feu, alors que moi je ne fais jamais que démonter les rouages de cette machine dont tout le monde dit qu'elle est pénible. Étrangère de la France, qui selon vous est une politique de guerre faite à de nombreux pays musulmans. Quand la France intervient par exemple au Mali, elle ne fait pas la guerre à un pays musulman, elle s'en prend à des groupes terroristes ou djihadistes. Pour vous, il n'y a pas de différence? Vous dites pays musulman à chaque fois. Oui, mais parce qu'il s'agit quand même d'attaquer des musulmans. Je pense que les troupes que nous combattions là-bas étaient des troupes musulmanes, mais simplement, là aussi, je veux poser la question, pourquoi intervient-on au Mali? On ne va pas me faire croire que c'est parce que le président du Mali a demandé. On a demandé au président qu'il nous demande. Mais je demande juste que, toujours dans cette logique de la généalogie, on fasse un peu de géologie. Pour savoir à quoi ressemble le sous-sol du Mali et quelles sont les relations que les pays européens entretiennent avec le sous-sol du Mali, notamment avec l'uranium qui rend possible nos centrales nucléaires. C'est quand même très étonnant qu'on intervienne dans certains pays et pas dans d'autres.
Pourquoi on n'intervient pas en Corée du Nord? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas à Cuba? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Chine? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Arabie Saoudite où on sait très bien que les droits de l'homme sont abondamment bafoués? On intervient comme par hasard dans des pays où on a des intérêts économiques, des intérêts qui relèvent du néocolonialisme. Moi, je pense que l'Afrique a à s'occuper de son propre destin, que nous n'avons pas à gérer les problèmes de l'Afrique, mais aussi de tous les autres pays du monde. Je pense que cette théorie du droit d'ingérence de Bernard Kouchner est terrible. C'est terrible, le droit d'ingérence. Ça justifie prétendument qu'on puisse aller faire la loi dans les pays étrangers au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire on tue des gens au nom des droits de l'homme. On supprime des dictateurs en prétendant qu'on va instaurer de facto la démocratie. Et quand on a tué un dictateur laïque, on obtient une anarchie qui est dommageable, puisqu'on voit bien aujourd'hui que tous les flux migratoires sont induits par les politiques que nous avons menées depuis 1991, derrière George Bush, et qui est une politique impérialiste pour l'économie, et sauf quelques rares épisodes, je pense à Jacques Chirac et à Villepin, avec un magnifique discours qui a été donné à l'ONU, nous avons effectivement mené une politique qui a été dommageable pour un certain nombre de pays musulmans. Je rappelle souvent que 4 millions de morts musulmans ont été occasionnés par cette politique décidée par Bush en 1991, une politique à laquelle souscrit François Mitterrand, c'est-à-dire trahison politique de Mitterrand en 83, il cesse d'être de gauche et devient libéral, on a Marine Le Pen, trahison du pacifisme de gauche en 1991, Mitterrand s'en va derrière George Bush pour tous ces passages à tabac sur la planète qui génèrent aujourd'hui le terrorisme dans nos rues, en partie. Alors, on va essayer de terminer sur cette première partie sur une note peut-être un peu plus optimiste avec l'histoire du colibri et Pierre Rabhi. Chacun peut apporter sa goutte d'eau pour faire changer les choses. Alors c'est Pierre Rabhi effectivement qui donne son écho à cette histoire, mais c'est une légende qui sort de la forêt amazonienne. Ça procède de la sagesse des peuples d'Amazon. J'étais il y a quelque temps en Guyane et j'en ai rencontré quelques-uns. Je suis toujours très, très ému par ce peuple fossile, au sens noble du terme. C'est un peuple qu'on massacre, mais enfin bon. Et effectivement, le colibri, on raconte qu'il y a un incendie dans la forêt et que le colibri s'en va porter quelques gouttes d'eau dans son bec sur l'incendie et que tout le monde se moque. Le boa constrictor se moque, le phacochère se moque, enfin tous les animaux se moquent du colibri en lui disant ta bonne mine avec tes 3 gouttes d'eau sur la forêt. Et le colibri dit oui, ça ne suffira pas, mais moi j'ai fait ma part, vous avez-vous fait la vôtre? Michel Onfray, on se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'information. Notre invité pour son autobiographie politique Le miroir aux alouettes, et Patrick Frémaux nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes galeriste, marchand d'art, mais aussi éditeur de philosophie et d'archives sonores. Et votre galerie à Vincennes, Patrick Frémaux, abrite jusqu'au 28 mai une exposition plutôt originale. On peut admirer des masques et des statues africains, aux côtés de lithographies et d'estampes du peintre Robert Combas, tout en écoutant une conférence de Michel Onfray sur Combas. Comment avez-vous eu l'idée de cette interaction, de ce dialogue entre les œuvres de Robert Combas et l'art africain? L'idée, elle saute aux yeux lorsqu'on voit l'œuvre de Combas. Et le cours de Michel exprime cet aller-retour entre ce peintre contemporain qui est l'un des peintres les plus importants français à l'heure actuelle dans le monde, avec Alain Chesky, qui est présent dans beaucoup de musées et qui pourtant n'est pas une expression abstraite, n'est pas une expression intellectuelle, mais une impression du ressenti et infiniment plus précise. Donc le travail des éditions et de la Galerie Frémaux et Associés, c'est de faire tout un travail sur le patrimoine, quel qu'il soit, en mettant à égalité les patrimoines populaires des patrimoines intellectuels. Donc que ce soit au niveau des archives, on a aussi bien les discours de tous les présidents de la République, de Léon Blum jusqu'à Jacques Chirac en passant par Pierre Mendès France, que des témoignages de mineurs, des témoignages de marins. Donc il y a cette volonté toujours qu'il y a un aller-retour entre l'histoire un petit peu stigmatisée par les grands hommes et l'histoire qui a été vécue par le peuple. Idem dans la musique, puisqu'on est maintenant la dernière grande maison de disques culturelle indépendante en France. Cet aller-retour entre les musiques folkloriques et les musiques écrites ou les musiques élaborées urbaines comme le jazz. Et donc pour la galerie, c'est la même chose. Il y a des allers-retours entre des œuvres
intellectuel et des œuvres d'art coutumier ou des œuvres d'art tribal. Et le lien entre Combas et l'art coutumier africain, il est pour moi dans une espèce d'évidence sur le message qui passe sans pour autant qu'il ait été forcément intellectualisé. Michel Onfray, vous aussi, il vous semble évident ce lien, cette filiation entre l'art tribal et l'œuvre de Robert Combas? Oui, bien sûr, et l'exposition de Patrick est vraiment éclairante pour ça. Moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien faite, que l'accrochage permettait vraiment un travail contrapuntique, vraiment entre le travail des sculptures, les patines, les bois, etc., et puis le travail de Combas. Il n'y a pas que du Combas d'ailleurs, Patrick, hein, il y a quelques autres gravures et qui sont de ta galerie, et effectivement, il y a un éclairage mutuel, et ça paraît évident. Et donc, les statues viennent de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi d'Afrique de l'Ouest? C'est la tradition française, tout simplement pour la raison historique de la France dans l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'on voit des ports gérés par Bolloré ou autres, c'est que les Français connaissent très très bien l'histoire d'art coutumier d'Afrique de l'Ouest. Donc les statues viennent, on peut citer quelques pays, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Nigeria. Voilà, et des grandes ethnies, des grandes civilisations que sont les Dogons, les Bambara, qui sont d'une créativité culturelle, d'une beauté qui, depuis André Breton, Picasso, etc., a révolutionné le surréalisme, l'art moderne. Donc ça a une importance qui est quand même fondamentale dans l'histoire du XXe siècle du point de vue esthétique. Michel Onfray, dans Le Miroir aux Alouettes, vous racontez que c'est sans doute chez le coiffeur pour hommes de votre village en Normandie que vous avez contracté votre goût pour l'art africain. Qu'est-ce qui vous attire dans l'art africain? Oui, on avait dans le village le fils d'un mécanicien qui était devenu prof de géographie à Dakar et qui avait rapporté un masque d'âne à Pierre Billot, mon ami coiffeur. Donc, et effectivement, il y avait ce masque qui m'a regardé pendant toute mon enfance, pendant qu'on se faisait coiffer, là, qui était un peu extravagant dans un petit salon de coiffure. Et effectivement, je suis un peu collectionneur d'art africain parce que je trouve qu'il y a une vérité fossile dans ce peuple. Quand je dis fossile, c'est précieux, comme un diamant est un fossile. Et moi, j'aime les pensées animistes, j'aime les pensées polythéistes, j'aime le rapport au monde des Africains. Même si d'autres endroits m'intéressent, je suis un peu collectionneur aussi d'art chamanique du Népal, parce qu'il y a une pensée primitive que nous avons perdue. Les gens à l'époque n'étaient pas séparés de la nature, ils étaient dans le cosmos, présents dans le cosmos, et il y avait des chamans qui étaient des grands génies pour capter l'énergie du monde. Et je trouve que cette sagesse qui a quand même été abîmée par le colonialisme et le colonialisme spirituel qui a été le christianisme dans ces pays-là, du débat, de l'échange, de la proposition, et librement, parce que on est dans un bénévolat complet, donc on n'aura pas de compte à rendre à des annonceurs ou à des gens qui nous demanderont de faire de l'audimat ou de vendre quoi que ce soit. Et ça devrait commencer quand ? Dans le mois qui suit, là, on a le matériel, on a tout ça, on a le lieu, on est en train de se former un petit peu, et puis on travaille avec des gens qui sont en train de rendre diffusable. J'ai pas le vocabulaire technique pour tout ça, mais plus d'une dizaine d'années de prise de vue, donc non, c'est pour bientôt. Et alors, est-ce que pour vous, un philosophe se doit d'intervenir dans le débat public ? Vous pensez qu'il doit tenter de faire bouger les lignes ? Il y a plusieurs façons d'être philosophe, et moi je n'ai jamais été de ceux qui disaient un machin n'est pas philosophe, un tel n'est pas philosophe. Je ne distribue pas des bons points de celui-ci est un philosophe ou celui-ci n'est pas un philosophe. Il y a des philosophes, des philosophies. Certains sont des philosophes concentrés sur un sujet, une question. Ils sont dans le méditatif, ils sont dans le travail de cabinet, de bureau, dans une édition un peu pointue et technique, universitaire. Je n'ai rien contre eux, donc ils peuvent très bien travailler sur un sujet comme, je sais pas, le concept de droit chez Leibniz, et puis voilà. Il y a d'autres philosophes qui peuvent intervenir dans la cité, et je pense effectivement qu'on ne peut pas se contenter d'écrire des livres, il faut pouvoir intervenir dans la cité, parce que c'est la grande tradition de la philosophie depuis toujours. On a ça dans l'Antiquité, un philosophe, c'est d'abord quelqu'un qu'on rencontre sur l'agora ou sur le forum, et qui rencontre des portefaix, des charpentiers, des potiers, des tisserands, et pas du tout un professeur qui parle devant des élèves bouche bée. Non, je suis pour l'arène, pour le débat public. Il faut rencontrer les gens, le monde, et surtout penser le monde. C'est-à-dire, il ne faut pas penser les pensées qui pensent le monde, il faut penser le monde réellement directement. Vous écrivez par exemple « Comprendre n'est pas excuser, expliquer n'est pas valider, analyser n'est pas bénir, réfléchir n'est pas absoudre ». Est-ce que ça, c'est une pique à Manuel Valls ?
Non, enfin ça l'est devenu parce que on peut même se demander si c'est pas Manuel Valls qui répondait à ce que je disais précédemment. Mais le travail du philosophe est un travail de généalogie. C'est-à-dire que moi, mon problème n'est pas de dire Marine Le Pen est une fasciste qui réactive la pensée d'Adolf Hitler et qui, si elle était au pouvoir, ouvrirait des camps de concentration. C'est facile de dire des choses pareilles. Ma question est pourquoi 30% des gens votent pour Marine Le Pen? Ma question n'est pas de dire il y a des gamins qui descendent avec des mitraillettes dans la rue et qui, à coup de Kalachnikov, tuent des innocents. C'est la barbarie, c'est le retour de la sauvagerie ou ce genre de choses. Ma question est pourquoi des jeunes font-ils ce genre de choses? Si un philosophe... Et pour Manuel Valls, essayer de comprendre, c'était excuser. C'était ce qu'il avait dit, ce qui avait été Oui, rejeté. mais vous savez, Manuel Valls, ça compte pour rien dans le domaine de la pensée, donc c'est pas lui qui est ma mesure. Mais je pense que Nietzsche est ma mesure, en revanche. Et quand Nietzsche pose la question de la généalogie, il fait le travail que devraient faire les journalistes, que devraient faire les historiens, que devraient faire les philosophes, c'est-à-dire d'où ça vient. Ça ne tombe pas du ciel, le terrorisme. Ça ne tombe pas du ciel, une France à 30% derrière Marine Le Pen. Ça ne tombe pas du ciel parce que ça monte de terre. Et comment est-ce que ça monte de terre? Comment est-ce que ça germe? Comment est-ce que ça pousse? Qui a planté ces graines-là? Comment est-ce que les choses se sont passées? C'est le travail que je propose de faire. C'est le travail que je fais pour ma part. Alors c'est bien plus facile, évidemment, pour ceux qui ont rendu possible Marine Le Pen, en renonçant à la gauche, en faisant de l'argent, du libéralisme et du marché, de Bernard Tapie, des valeurs et des vertus dans les années 83. Tous ces gens qui ont accompagné ce mouvement de pourriture, de décomposition plutôt, de décomposition qui a rendu possible ces fleurs vénéneuses, ne veulent pas qu'on dise qu'effectivement ils ont une part de responsabilité. C'est donc d'autant plus facile de dire, voilà, celui qui dit comment les choses se sont passées est celui qui est responsable et celui qui est coupable. Parce que vous rappelez que le Front National, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir en mai 81, était à 1%. En dessous d'1%. En dessous d'1%. Voilà. Il est à 30% aujourd'hui. Et quand on parle de politique, on ne parle que de lui. C'est le Front National qui est le noyau dur de la politique française. Faire le jeu du Front National, s'allier au Front National, faire barrage au Front National, voir ce que le Front National dit sur ce sujet-là. Enfin, c'est devenu le parti politique inévitable en France. Pourquoi? Et effectivement, je dis, mais regardez comment la gauche a instrumentalisé tout ça pour éviter qu'on voit son impéritie, pour éviter qu'on voit qu'elle s'était convertie au libéralisme, pour éviter qu'on voit qu'elle n'avait pas réussi à mener une politique véritablement de gauche. Et il fallait effectivement faire diversion. Et comme la gauche de Mitterrand savait qu'elle ne serait pas réélue sur un programme, mais qu'elle serait probablement réélue sur la division de la droite, elle a joué de cette division de la droite en instrumentalisant un Front National qui, un peu comme le ballet de l'apprenti sorcier, lui échappe aujourd'hui. Et depuis que Mitterrand a instrumentalisé le Front National en intervenant dans les médias, déjà, La Gueule ouverte, Harakiri, Nouvel Observateur, qui était un journal de gauche à l'époque, puis un certain nombre de journaux de la presse locale, enfin Ouest France ou le Journal de l'Orne. Et un jour, il m'a effectivement dit, regarde un peu ça, il y avait des cahiers qu'on appelait les cahiers noirs et rouges, et ma sensibilité de gauche a trouvé son sens et sa forme chez les anarchistes. Alors ils sont divers et multiples, il y a des autoritaires, il y a des pragmatiques, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des individualistes, mais j'ai découvert Proudhon. Et c'est un socialisme pragmatique et concret auquel je reste attaché. Mourons pour des idées, d'accord, mais demain... Mourir pour des idées, ça vous parle, Michel Onfray? Ah oui, parce que d'une certaine manière, j'ai un peu appris l'anarchie chez lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les grands textes de Makhno, de Bakounine ou de Kropotkin. Il y avait aussi cette façon d'être anarchiste, une façon un peu française, comme il y a eu des Sébastien Faure, des Jean Grave au XIXe siècle. Et j'aimais bien le Brassens qui disait « Mais moi j'aime si peu les flics que je traverse la rue dans les passages cloutés parce que j'ai pas envie d'avoir affaire à eux. » Et c'était une façon très, très libertaire de se comporter à l'endroit de l'ordre et de l'autorité qui m'intéresse un peu plus que les vociférations du genre « Il faut prendre les bourgeois avec la tribu du dernier curé » ou ce genre de choses. C'est une anarchie très efficace, celle de Brassens. Alors vous dites qu'il n'y a plus de place en France pour le débat. Or vous êtes sans doute le philosophe le plus invité sur les plateaux de télévision. Mais si je vous ai bien compris, vous trouvez que les plateaux de télé ressemblent de plus en plus à des tribunaux plutôt que des lieux de débat, d'échange? Oui, alors c'est pas parce qu'on apparaît dans un média qu'on débat. On peut apparaître dans un média et se faire inviter, y compris par des gens qui nous reprochent d'accepter d'être invités et d'être partout alors que c'est eux qui nous invitent. Je veux dire, j'ai droit à ça régulièrement sur d'autres antennes où je ne vais plus. Mais on y est invité juste pour s'y faire insulter. C'est-à-dire qu'on est invité, pas comme avec vous, je veux dire, mais je fais pas ça par flagornerie, mais je suis pas venu chez vous par hasard. Mais on est invité pour servir de punching ball. Et on dit, mais ça s'appelle un débat. Et le débat, c'est expliquez-nous, vous avez écrit ceci à telle époque dans tel journal de potache, à telle époque vous avez dit ça dans une radio suisse, vous avez fait une télévision en Allemagne dans laquelle vous disiez que, on sort tout ça du contexte et on dit justifiez-vous, vous n'êtes pas fasciste, vous n'êtes pas
nazi, vous êtes sûr, vous n'êtes pas antisémite, vous n'êtes pas sûr que vous ne faites pas le jeu du Front National ou ce genre de choses. L'émission se termine et on dit, mais vous voyez qu'il y a eu un débat. Et quand on a été positif dans un livre, on n'est jamais invité pour la positivité du livre, mais on est invité pour rendre possible une espèce de chose qui va rendre possible le buzz, qui permettra la reconduite de l'animateur parce qu'il aura fait des bonnes audiences. Donc je ne suis pas dupe du jeu médiatique et je pense effectivement que le jeu médiatique empêche le débat véritable. Et vous êtes très dur avec la presse, hein. Vous dites qu'elle est prisonnière à la fois des annonceurs et d'une pensée dominante du politiquement correct. Mais c'est pas être dur, ça. Et vous parlez d'inquisiteurs, de procureurs, d'avocats généraux. Ah, quand vous avez droit à des unes de presse qui font de vous le suppôt du Front National ou les intellectuels revendiqués par le Front National, Le Monde fait ça avec une photo qui est un quart de page et qui est ma photo. Ça fait 13-14 ans que je fais une université populaire. On n'a jamais vu ces gens-là faire un reportage sur l'université populaire à Caen. Et d'un seul coup, je fais le jeu du Front National, alors qu'en 2002, j'ai créé cette université populaire pour lutter contre les idées du Front National. C'est pas être dur que de dire effectivement qu'ils se choisissent des ennemis qui sont quand même un peu étonnants. Je suis étonné de voir qu'on préfère inviter Joe Starr comme rédacteur en chef invité dans Libération que moi qui défends une gauche depuis un certain temps. Donc le dire, c'est pas être cruel, c'est pas dire des méchancetés, non, c'est juste renvoyer une image qui me paraît être assez fidèle. Je crois que vous avez l'intention de lancer un média indépendant. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Je voudrais qu'on puisse entendre la voix de l'université populaire, c'est-à-dire pas la voix de Michel Onfray, parce que c'est pas moi, ce sont aussi mes amis, une vingtaine d'amis, qu'on n'entend pas et qu'on n'invite pas et qu'on ne sollicite pas et qui disent pourtant des choses sur tous les terrains, épistémologie, philosophie générale, philosophie pour enfants, enfin cinéma. Et donc je voudrais que ça puisse être le média de l'université populaire. Et ça existe depuis 2002. Oui, depuis 2002. Et je souhaiterais aussi qu'on puisse y faire des émissions de longue durée, c'est-à-dire permettre à quelqu'un, pendant 1 heure, de dire ce qu'il a à dire sans être interrompu, sans être obligé de lui mettre 3 invités devant le nez qui vont le questionner comme on passait jadis à la question. Je voudrais pouvoir aussi intervenir librement sans avoir d'obligation à jouer les jeux du cirque en me disant il va falloir passer entre les crachats, les insultes et peut-être qu'on n'aura même pas l'occasion de placer une idée. Donc prendre le temps justement